commencer immédiatement, parce que c'est un grand plaisir pour moi d'être invité de ce soir, Robert Jonquet. Bonsoir Robert Jonquet, merci d'être venu. Bonsoir, c'est normal. Nous allons passer cette émission ensemble, vous connaissez le processus, nous intervenons entre les différentes séquences pour rendre tout ceci plus vivant. Et immédiatement, l'actualité oblige, les résultats de la soirée. Nantes bat Reims à Nantes, 3-1. Sochaux à Sochaux bat Monaco, 3-2. Lyon et Strasbourg à Lyon font match nul 1 partout, mais Bernard Lacombe est blessé, victime d'un claquage, 15 jours d'indisponibilité. La série noire des sélectionnés français continue. Nous l'évoquions au journal de 13h avec Michel Hidalgo. C'est un problème ardu, mais le calendrier est ce qu'il est. Et il faut s'attendre peut-être à de nouveaux incidents sur ce parcours de l'équipe de France vers l'Argentine. Lens à Lens bat Saint-Étienne 2-0. Laval, chez lui, est battu 2-1 par Paris Saint-Germain. Autre victoire à l'extérieur, Nancy, qui bat 3-3 sur le score de 3-2. Nîmes, à domicile, bat Bastia 2-0. Metz totalise contre Bordeaux 5-0. Et Rouen et Valenciennes à Rouen font match nul 1 partout. Vous l'avez remarqué, c'est maintenant traditionnel, je ne vous ai pas donné le résultat de Nice-Marseille, tout simplement parce que nous allons en suivre de larges extraits dans cette émission et nous ménageons le suspense. Robert Jonquet, ça fait plaisir quand on reçoit dans une émission, je veux dire, presque un souvenir d'enfance. Vous étiez un des dieux de l'époque, de cette équipe de Reims, de cette équipe de Suède, et vous étiez, je ne sais pas si vous avez passé par l'idée, si vous y avez pensé, mais pour moi, maintenant, avec le recul, vous étiez un peu le Beckenbauer de l'époque. D'abord parce que vous aviez un peu le même poste, et puis cette façon de jouer. Il y a un adjectif qui revenait souvent dans les comptes rendus. À votre propos, on disait impérial. Robert Jonquet impérial, ça revenait très souvent. Et je crois que c'était un calme, en tout cas, apparent. Est-ce que ce calme était réel, en réalité? Non, c'était extérieur. À l'intérieur, c'était bouillonnant, mais à l'extérieur, je paraissais très calme. On avait toujours l'impression, effectivement, que vous dominiez la situation, que vous voyez ça de très loin. Il y avait même presque un certain lymphatisme dans votre façon de jouer. Vous savez, vu d'assez loin, on avait l'impression que je prenais des risques terribles. Mais quelquefois, les risques, il y avait quand même largement de quoi laisser passer le ballon. Alors, une carte de visite rapide pour les jeunes, ceux qui ne vous ont pas connus parce que les autres n'en ont pas besoin. Vous êtes né le 3 mai 1925 à Paris. Vous avez 58 sélections en équipe de France, c'est-à-dire que vous venez dans le classement tout de suite derrière Roger March, qui lui en a 63. Oui. Vous avez gagné 5 fois le championnat, 2 fois la coupe, vous avez joué 2 finales de Coupe d'Europe, et vous avez été avec la fameuse équipe de France de Suède en 1958, c'est-à-dire qu'un palmarès très complet, il est difficile de faire mieux. Oh, je pense qu'il y en a qui feront mieux. Enfin, pour l'époque, en tout cas. Et puis vous étiez considéré comme le meilleur demi-centre français de tous les temps. On disait demi-centre à l'époque, il n'y avait pas le stopper et le libéraux. Non, il y avait qu'un homme pour les deux postes, si on veut. Donc vous restez avec nous, bien entendu. Nous allons évoquer maintenant le futur adversaire de Bastia dans la Coupe de l'UEFA. C'est-à-dire que, contrairement aux fois précédentes, Bastia, cette fois-ci, va sortir d'abord pour recevoir son adversaire ensuite. Alors nous avons voulu faire plus ample connaissance avec ces Grasshoppers de Zurich, qu'il ne faut pas confondre avec le FC Zurich, parce qu'il est facile de faire la confusion. Le FC Zurich, c'est ce club qui a joué l'an dernier en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Liverpool. Les Grasshoppers, c'est l'autre club de la ville, le club concurrent. Et Bernard Giroud nous sert de guide chez nos voisins et amis suisses pour découvrir ces sauterelles du football suisse. En allemand, Grasshopper, cela veut dire sauterelle. Président, pourquoi ce nom des Grasshoppers, pourquoi ce nom de sauterelle? Le Grasshopper Club est fondé en 1886 et il était fondé par des études. Plusieurs de ces études étaient des Anglais. Et parce qu'ils ont commencé de jouer en football, ils ont pris pour le symbole les sauterelles. Capitale de la Suisse alémanique, Zurich compte 450 000 habitants et l'agglomération atteint 800 000 personnes. Ville d'argent et de luxe, Zurich est une place forte financière où se développe l'industrie de haute précision.
Calme et douceur suisse sont bien éloignés de la chaleur corse. La viande des grisons remplace ici les figatelles. À Zurich, il existe deux grands clubs de football. Le FC Zurich, éliminé en demi-finale de la Coupe d'Europe l'an passé par Liverpool, et les Grasshoppers. Le stade des Grasshoppers comporte 35 000 places et le public y est placé près de la pelouse. Si le FC Zurich est un club populaire financé par la ville, le Grasshopper est un club privé, snob, omnisport et aidé par ce qu'on appelle le club des jeudis, c'est-à-dire la haute société zurichoise qui pratique un sport et qui se réunit tous les jeudis. Par d'onéreuses cotisations, ces personnalités apportent leur aide financière. La plupart des joueurs sont des semi-professionnels, c'est le cas de Francis Montandon, électromécanicien, l'un des meilleurs défenseurs. On est semi-professionnel, c'est-à-dire qu'on travaille en matinée et l'après-midi on le passe à faire l'entraînement ou prendre des soins ou se reposer. Est-ce que cela n'est pas un handicap? Ça pourrait être un handicap, mais je pense que c'est un avantage parce qu'en Suisse, on ne peut pas jouer pendant l'hiver. Ça fait 2-3 mois de pause et je pense que le travail, c'est aussi une fonction dans la vie qui est très importante. Les Grasshoppers de Zurich ont déjà obtenu 16 titres de champion de Suisse et furent 13 fois vainqueurs de la Coupe de Suisse. Actuellement, ils sont en tête de leur championnat. En Coupe de l'UEFA, ils ont éliminé successivement Copenhague, Bratislava, Tbilissi et Francfort. L'entraîneur Helmut Johansen est allemand. Il dirigeait auparavant le Borussia de Berlin. Il a imposé à Zurich une certaine discipline et son autorité. Les joueurs semblent craindre particulièrement le déplacement à Bastia, comme l'exprime Ponte, un Suisse d'origine napolitaine. Vous n'êtes pas très optimiste? Oui, je crois. Je pense qu'on peut faire quelque chose à la maison, mais on voit les résultats de faire ici, pas Bastia. Pourquoi? Si on peut faire 3 buts ici, c'est une grosse chose pour aller à Bastia, mais si Bastia fait un bon résultat ici, notre chances sont très petites après. L'une des valeurs sûres des Grasshoppers, c'est le jeune gardien Roger Berbic. Dans un jour faste, à lui seul, il peut sauver un match. Dans cette équipe en bleu et blanc, il n'y a pas de véritables individualités. Sa cohésion, son homogénéité, sa condition physique sont ses principaux atouts. D'ailleurs, les Grasshoppers pratiquent plus un football physique que technique. Omniprésence, opportunisme et contre sont les seules consignes de jeu. L'Allemand Johnny Hay et le Roman Montandon en défense, les attaquants Ponte, Elsener et Sulzer constituent l'armature de cette équipe de combattants. Une équipe plus proche du football allemand que du calcio latin. Battus 1-0 la semaine passée sur leur terrain par le Servette de Genève, les Grasshoppers ont pris leur revanche en gagnant à Bâle 5-2. 3 buts de Elsener. Elsener, le numéro 11, qui marque là encore. Et 2 buts de Claudio Sulzer. Claudio Sulzer, cette accession en demi-finale est pour vous une surprise? Oui, naturellement, on peut la considérer comme surprise parce que au début de l'année, on n'a jamais pensé d'accéder aux demi-finales. Maintenant, naturellement, c'est une heureuse surprise et on fera le possible pour continuer parce que vu qu'on arrive à une fin de demi-finale, ce serait quand même dommage si on ne profiterait pas. Je crois que c'est une chance unique pour nous. On ne peut pas accéder tout le temps en demi-finale et je crois que on fera tout le possible pour aller en finale. Vous connaissez l'équipe de Bastia? Je la connais. J'ai vécu 2 ans et demi en Suisse romande et là on est un peu orienté sur le football français et je la connais assez bien, je connais presque tous les joueurs et je suis content de jouer une fois contre eux. Que redoutez-vous chez les Bastiais? Mais je redoute un peu l'équipe, on ne peut pas redouter un type ou l'autre, il y a les noms comme partout mais je redoute l'équipe surtout. Ouais. Est-ce que vous ne redoutez pas du tout la concurrence du FC Zurich? Est-ce que vous n'en souffrez pas trop? Cette année, c'est fini. Dans le temps, je parle des dernières 3-4 ans, on souffrait assez cette influence de Zurich. Et finalement, on vivait
dans un complexe d'infériorité. Maintenant, on les a battus deux fois cette année, on les a battus même sur leur terrain. Et point de vue moral, ça nous a fait très bien. Et je crois aussi les résultats en général. On n'a pas seulement battu Zurich, on a quand même montré qu'au niveau national, on avait un rôle à jouer. Mais mercredi, tout Zurich sera pour les Grasshoppers. Je crois. L'année passée aussi, on était tous Zurich contre Liverpool, contre Dresde. Et je crois que cette année, ce sera le contraire. C'est les Zurichois qui vont une fois crier « Obgetse ». Les Grasshoppers ont aussi leur hymne, un hymne bien zurichois. Voilà donc le club et la ville qui attendent Bastia mercredi prochain a signalé pour les éventuels candidats que le club des supporters de Bastia à Paris organise un train spécial aller-retour avec la place du stade à leur avis aux amateurs. Robert Jonquet, comme toujours, quand nous avons un invité, nous ressortons des images, pas toujours facile à trouver d'ailleurs, la plupart du temps en noir et blanc. Et puis, il y a un problème en ce qui concerne les gardiens de but et les défenseurs, c'est que ces images ne sont pas toujours à votre avantage, parce que si on voit bien les gens marquer des buts, en général, on en voit d'autres en concédé. Ce sont toujours les défenseurs ou le gardien qui les concède. Oui, c'est logique d'ailleurs. Oui, effectivement, surtout sur des petits montages qui sont courts, qui sont restés comme des documents. Alors nous avons choisi un France-Belgique 1954. Je ne sais pas si vous en souvenez vraiment. Est-ce que vous arrivez à situer dans 58 sélections chacun des matchs que vous avez joués? Oh bien, quand si je vois des images, je vais bien très bien me rappeler. Voilà, ah ben alors nous allons faciliter les choses, vous allez les voir, nous allons vous en parler ensuite, avec des commentaires de l'époque, le tout étant une carte postale souvenir et un document sur Robert Jonquet. Plus de 60 000 personnes assistent à Colombes au match France-Belgique. Match des deux équipes vainqueurs de l'Allemagne, champion du monde. Les Belges portent maillot foncé et culotte noire. Sur une attaque française, toute la défense de zone belge se regroupe. Coppa parvient à percer. Myrthe rate son blocage, mais Coppa botte à côté. Cette fois, c'est le redoutable Coppens qui attaque. Jonquet l'arrête, mais pas sa Mermans. Shoot! La balle va dans les pieds de Lamberecht, qui relance Coppens. 3 défenseurs français lui tombent dessus, et le ballon tranquillement va dans les buts. Belgique 1, France 0. Les Français partent à l'attaque. Foy et Coppa s'entendent bien. Foy tire au but. Mais Myrthe est là. À la mi-temps, Belgique 1, France 0. Après le repos, les Français dominent. Dominent, mais sans marquer. Et c'est au contraire Lamberecht qui marque le deuxième but belge. À 25 minutes de la fin, la Belgique mène donc par 2-0. Les Français repartent. Tête de De Reudre. Renvoi, shoot de Coppa, but. Belgique 2, France 1. Descente de Majoub. Passe à Vincent. Shoot. Tout le monde lève les bras. Qu'y a-t-il? Huysmans, dit l'arbitre, a arrêté de la main. C'est un coup de théâtre sur penalty. Match nul 2-2. Voilà, il est intéressant ce document. Ah, oui. Un double titre, parce que les annales officielles que j'ai consultées disent que vous avez marqué contre votre camp. Et manifestement, ça ne figure pas sur les images. Vous savez, c'est fort possible. Hein. Quand on arrive à égalité avec un attaquant, ça arrive des fois de dévier le ballon. Et, alors peut-être sur l'action avec Coppens, il est possible que c'est votre pied qui est traîné ou Oh, c'est c'est pas, possible, c'est pas évident du tout. Hein. Non, enfin, je pense que ça fait plus plaisir à Coppens d'avoir marqué un but qu'à moi. On ne voudrait pas revenir chaque fois à la comparaison du football de l'époque et du football de maintenant. Mais il y a une comparaison chez vous qui s'impose malgré tout, c'est parce que ça a changé, c'est le poste qui a changé, c'est cette différence entre le demi-centre qui était là, qui était l'homme à tout faire, qui occupait le poste à lui tout seul, puis maintenant cette dualité qu'on a installée entre le libéraux et le stopper. Vous auriez été davantage libéraux ou stopper en définitive? Bien, je pense qu'au départ, j'aurais plutôt été stopper. D'ailleurs, dans le WM, j'avais la charge de prendre l'avancante de près et aussi la possibilité de couvrir mes deux arrières, qui étaient Jakowski et Marche. Comme eux avaient aussi la possibilité de couvrir l'axe central. Donc, finalement, on arrivait presque à jouer avec un libéraux sans l'avoir au départ. Robert Jonquet, il est toujours difficile de faire un portrait de soi-même, mais quelles étaient d'après vous vos qualités fondamentales?
Eh bien, je pense que j'allais assez vite au démarrage, un bon jeu de tête et surtout un bon jugement des trajectoires de balles. Je crois que finalement, dans le jeu de tête, c'est peut-être meilleur que d'avoir une très grande détente. Vous le savez peut-être, samedi dernier, je vous ai dit que dans la finale de la Ligue en Angleterre, de la Coupe de la Ligue, Nottingham Forest et Liverpool avaient fait match nul, donc ils devaient rejouer. Eh bien, ils ont rejoué et Nottingham Forest ne cesse pas de nous surprendre. Ce club qui monte de deuxième division, qui se promène en tête du championnat anglais, a gagné cette Coupe de la Ligue qui est très importante en Angleterre. Alors avec Didier Roustan, nous allons voir ces buts anglais et puis bien d'autres qui nous parviennent d'ailleurs, et puis même des buts d'Argentins, et cela nous intéresse plus particulièrement. Argentine-Pérou à Buenos Aires. Deux équipes qui seront présentes à la prochaine Coupe du Monde de football. Ce match compte pour la Coupe Ramon Castilla. L'équipe d'Argentine qui joue à gauche marque le premier but par Haussmann. À la mi-temps, Argentine 1, Pérou 0. L'équipe d'Argentine marquera un second but par Pagnanini. L'équipe du Pérou sauvant l'honneur à l'ultime minute par son avant-centre Rojas. Score final 2-1 pour l'Argentine. Luxembourg-Pologne, match de préparation pour les Polonais en maillot blanc. La Pologne étant, tout comme l'Argentine et le Pérou, qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. Après un but de Lubinski, c'est Zarmak qui marque pour la Pologne. Luxembourg 0, Pologne 2. On joue seulement depuis 7 minutes. Fort de son avantage, l'équipe de Pologne va dès lors ralentir le jeu. 80e minute, encore un but de Zarmak. On s'achemine vers une large victoire de l'équipe de Pologne, mais Ritter réduit la marque à 5 minutes de la fin. Luxembourg 1, Pologne 3. Belgique-Autriche, encore un match amical, encore un match de préparation pour la Coupe du Monde. Un tir de Cook qui est renvoyé par la défense autrichienne. La Belgique en maillot blanc attaque avec son capitaine Lambert. Le centre est détourné sur la transversale par un arrière autrichien et but de Gertz. Ce sera l'unique but de la rencontre. Belgique 1, Autriche 0. Malgré cette défaite, l'Autriche a fait très grosse impression mercredi dernier à Charleroi. Liverpool-Nottingham Forest, finale rejouée de la Coupe de la Ligue. Liverpool en rouge sur la droite, attaque par Phil Neal, mais Woods renvoie le tir du défenseur. Liverpool, qui s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, domine tout au long de la première mi-temps. Ici, un tir de Dalglish, mais Woods est bien placé. Nottingham Forest se crée néanmoins quelques occasions. Sur cette action par exemple, mais White rate sa reprise. Callaghan, qui cherche un partenaire démarqué, il trouve McDermott. Encore Callaghan, pour son capitaine Emlyn Hughes. Un tir de Dalglish à côté. De nouveau Nottingham Forest avec un tir de Hare, mais Clemens bloque. 0-0, c'était le score de la première rencontre entre les deux équipes. C'est également le score à la mi-temps de ce match. 53e minute. Woodcock part seul au but. Il est fauché par Thompson. Était-il dans la surface de réparation au moment de la faute? C'est l'avis de M. Patridge qui siffle le penalty. Penalty réussi par Robertson. Nottingham Forest 1, Liverpool 0. Dalglish pour Terry McDermott. But de McDermott, mais M. Patridge refuse le point, estimant que McDermott s'était aidé de la main. Nottingham Forest, un centre de Bower. Callaghan et Neal ratent le ballon, un tir de Robertson. Clemens détourne en corner. On joue les toutes dernières minutes et malgré cette